Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau cours de l'anatomie pathologique qui va s'intéresser aux pathologies du corps utérin. Donc, comme introduction à ce cours, les pathologies du corps utérin sont très fréquentes, surtout la pathologie tumorale bénigne. Et donc, au niveau de ce cours, nous allons voir les différentes lésions qui peuvent siéger à ce niveau-là, ainsi que la conduite à tenir face à ces dernières, afin d'éviter la pathologie la plus mauvaise, qui est la néoplasie. L'introduction, bien sûr, l'utérus ou bien le corps utérin, c'est un organe siégeant au niveau de organe pelvien qui fait suite au col utérin et qui s'abouche à travers deux trompes sur la partie supérieure. Donc, il est constitué par l'endomètre, qui est une couche muqueuse contenant des glandes, et le myomètre, qui est un muscle lisse enveloppé de sa séreuse, donc le péritoine. L'endomètre, donc diagnostic histologique préopératoire possible, alors que le myomètre est inaccessible parce qu'il n'est pas superficiel. Donc, les pathologies du myomètre est surtout dominée par le léomyome, qui est incorrectement appelé le fibrome utérin, mais il a des caractéristiques très similaires. Et finalement, un petit mot concernant l'endométriose, qui est une pathologie très intéressante et particulière à retenir, qui peut donner vraiment des manifestations très variables. Voici le plan du cours. Un petit rappel anatomique, le corps utérin, il est derrière la vessie et en avant de la partie colorectale. Il fait 7 à 9 cm de long, etc. Petit rappel histologique, il est enveloppé de trois couches, la muqueuse, la musculeuse, et puis enveloppé de sa séreuse. Donc la muqueuse, on distingue des glandes, c'est l'endomètre. La musculeuse, c'est le myomètre, le muscle lisse, et puis la séreuse. Donc c'est son mésothélium. Et donc un petit rappel concernant l'endomètre, il subit plusieurs variations cycliques en fonction des hormones ostroprogestatives. Et donc pendant la première phase du cycle menstruel chez la femme, on distingue la phase proliférative, la phase folliculinique, sous l'action des oestrogènes, où les glandes, elles sont en train de se proliférer. Des glandes de faible calibre, d'abord rectilignes, puis deviennent tortueuses. Les mitoses allant en nombre croissant dans l'épithélium glandulaire et le stroma. Ensuite, après l'ovulation, la période périovulatoire, il y a la lutéinisation, aussi appelée la phase sécrétoire ou bien la phase progestéronique, sous l'effet de la progestérone, où il y a la sécrétion et donc les cellules, vacuolisation basale puis sécrétion, œdème croissant du stroma, réaction prédécituale, etc. Donc voici un petit schéma. Donc la phase proliférative, c'est pendant la première moitié, la phase oestrogénique, ensuite la phase progestéronique qui est la deuxième moitié. Donc, endomètre prolifératif, on regarde une activité mitotique très importante, mais il n'y a pas de vacuole sécrétoire. Regardez les glandes. Le chorion, il est très actif, etc. Alors que pendant la phase sécrétoire, on distingue les vacuoles qui sont initialement basales, puis deviennent apicales. Et donc passons directement aux pathologies de l'endomètre qui sont très variables, allant de la pathologie infectieuse, la pathologie bénigne, puis les néoplasies. Et donc il faut avoir une bonne conduite à tenir devant ces dernières. Donc la première pathologie, c'est bien sûr le matériel d'étude anatomopathologique, soit sur biopsie ou bien pièce opératoire, afin de retenir un diagnostic. Mais en général, les pathologies qu'on va voir, surtout les infections, on n'est pas amené nécessairement à faire une ponction ou étude anatomie pathologique. Donc, elles sont peu rentables. Les prélèvements cytologiques ils ne justifient pas encore leurs indications, mais les prélèvements histologiques nous permettent de mettre en évidence une étude des lésions, que ce soit malignes et leurs caractéristiques que vous reconnaissez très bien, l'atypie cytonucléaire, l'extension, l'invasion, etc. Ou bien bénigne. Donc biopsie ou produit de curetage, ou bien hystérectomie sur pièce opératoire. Nous sommes capables d'étudier le tissu. Et donc la première pathologie que nous allons voir, c'est l'endométrite. L'endométrite, c'est l'inflammation, et donc l'inflammation qui peut être soit aiguë ou bien chronique. Et donc aiguë en général, elle est rarement diagnostiquée histologiquement, parce que les infections, surtout à des germes banaux,
Donc les traitements symptomatiques ou bien traitements probabilistes, il va être très efficace. Donc un filtrat inflammatoire à polynucléaire avec destruction de l'épithèle glandulaire et formation de micro-abcès. Il est aussi observé en cas d'avortement ou après une intervention intra-utérine. C'est l'endométrite aiguë et c'est l'infiltration cellulaire, donc polynucléaire, œdème, vasodilatation, etc. Sinon, on peut avoir des pathologies qui nous donnent des endométrites et chroniques dans le cadre des tuberculoses, par exemple, inflammation granulomateuse ou bien corps étranger. Ça peut donner aussi des granulomes. Et c'est caractérisé par un infiltrat lymphoplasmocytaire avec pas de mutilation architecturale. Peu ou pas de modification cyclique de la muqueuse. Voici quelques images. L'endométrite aiguë. Donc on peut voir les vaisseaux. Bon, l'infiltrat des globules blancs, probablement des polynucléaires neutrophiles. Et s'il y avait un vaisseau, on le verrait gorgé de sang. Par contre, l'endométrite granulomateuse, donc comme on le remarque immédiatement, le granulome, le granulome a cellules gigantocellulaires, notamment les cellules de Müller et cellules de Langerhans, donc, qui ont des noyaux, soit en fer à cheval ou bien noyaux sous forme de couronne. Avec, bon, il n'y a pas de nécrose casséeuse, mais c'est le granulome inflammatoire. Endométrite chronique, donc infiltrat plasmocytaire à ce niveau-là, ce n'est plus polynucléaire, et bien sûr sans modification de la muqueuse, endométrite chronique, etc. Ensuite, on passe à la pathologie bénigne, l'hyperplasie. L'hyperplasie, c'est une augmentation ou bien une multiplication excessive aux dépens des cellules de l'épithélium, que ce soit les cellules glandulaires ou bien les cellules du stroma. Et donc trouble de la trophicité. Il est surtout en rapport avec les hormones, parce qu'il faut savoir que les cellules à ce niveau-là sont sensibles aux hormones. Donc en rapport avec une incitation hormonale, augmentation plus ou moins exubérante de la muqueuse, portant sur le quotient épithélial et conjonctif. Et donc faites très attention, parfois ça peut se manifester et donner des signes cliniques, soit des troubles des règles, soit la stérilité, et en général, si on fait l'hystérosalpingographie, ça montre une irrégularité des contours de la muqueuse. Parce qu'il y a des régions qui sont excroissantes, ça veut dire qu'elles sont très actives, et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, irrégularité des contours de la muqueuse, parce qu'il y a cette hyperplasie. Au début, elle peut être simple, et donc si elle est simple, elle est diffuse et homogène, mais on peut voir qu'elle peut être complexe. Et si elle est complexe, et qu'on a cette irrégularité de la lumière, il faut craindre la dégénérescence. Parce que bien sûr, l'hyperplasie, la multiplication en excès, c'est un facteur de risque pour à l'apparition des pathologies malignes, les néoplasies ou autres. Les étiologies, activité oestrogénique prolongée, soit traitement hormonal, ou bien une tumeur ovarienne. Donc le diagnostic il peut se porter soit à la clinique, soit après un frottis, ou bien une biopsie, ou bien à l'aide de dosages hormonaux qui sont élevés, des hormones élevées. Et donc, comme on a dit, on distingue trois grands types. Donc, l'hyperplasie simple, qui est plus ou moins kystique, mais surtout, il faut craindre l'hyperplasie adénomateuse complexe et surtout avec des atypies qui induit une mutilation de l'architecture du tissu. On ne le reconnaît plus. Et donc là, il faut craindre que ça évolue vers une pathologie néoplasique, la pathologie maligne. Voici quelques images. Donc, atypique, ça induit une modification structurale, alors que les hyperplasies d'autres types, on reconnaît encore le tissu normal. Le glandulo-kystique, donc il y a la prédominance kystique, donc les sécrétions qui sont enkystées, et ça donne cet aspect blanchâtre. Hyperplasie adénomateuse, sans atypie, donc il y a encore les glandes, mais là, c'est un tissu difficilement reconnaissable. Passons ensuite à la pathologie tumorale. Premièrement, les tumeurs bénignes. Donc les tumeurs bénignes. Donc les tumeurs bénignes, premièrement, un polype. Un polype, comme petit rappel, c'est une évagination du tissu, de la muqueuse. Et donc voilà. Et on peut avoir un polype endométrial qui survient à un âge variable, en général rare après la ménopause, parce qu'encore une fois, c'est surtout lié aux hormones ostroprogestatives. Donc l'aspect macroscopique, ça peut être une masse de tissu endométrial appendue à la muqueuse, sessile ou pédiculée, ça dépend de la base d'implantation. Peut être simple ou multiple, peut être de taille variable, et peut ensuite descendre vers le col.
le col utérin carrément descendre et peut être soit comprimé et ça va donner des ulcérations et des hémorragies, ou bien s'il descend jusqu'au col utérin, on peut l'interpréter incorrectement comme une pathologie du col, notamment un polype à ce niveau-là ou autre. Faut faire très attention. Aspect microscopique, il peut être pédiculé, donc axe conjonctivo-vasculaire formé de tissu conjonctif dense, etc. Il peut être polype proprement dit, donc c'est une des glandes endométriales ramifiées avec un chorion cytogène scléreux plus ou moins inflammé, témoignant qu'il y a un peu de compression. Voici quelques images. C'est le même tissu avec un peu de la fibrose, de la sclérose qu'on peut remarquer. L'évolution. En général, un polype, donc pas d'accroissement, pas de risque d'adénocarcinome, mais il peut cancériser. Il peut cancériser, mais c'est rare. Donc c'est pas un risque élevé. Donc voilà. Association polype-adénocarcinome, c'est seulement 0,4 à 0,5% des polypes. Et donc on n'est pas vraiment capable de mettre en évidence un risque réel avec le polype et la pathologie maligne. La pathologie maligne, son incidence, elle est la même presque. Voilà. Donc passons aux tumeurs malignes de l'endomètre. Au niveau de l'endomètre, bien sûr, nous avons l'épithélium et le tissu conjonctif. Et donc l'épithélium, ce sont les glandes, et le tissu conjonctif, c'est les fibroblastes, etc. Et donc les tumeurs malignes, elles peuvent être soit des carcinomes, notamment l'adénocarcinome, parce que c'est des cellules glandulaires, ou bien les tumeurs stromales au niveau du tissu conjonctif, et qui peut nous donner, c'est le fibrome, ou bien le fibrosarcome, ou bien les tumeurs mixtes. Avec les deux à la fois. Donc adénosarcome. Donc voilà. Donc la clinique. Donc comment peut se manifester une tumeur maligne? Ça dépend bien sûr de sa taille, si elle est compressive, si elle est extensive, invasive, etc. Et donc la première cause à évoquer devant des métrorragies post-ménopausiques. Et donc si une femme un jour elle présente un saignement, donc des métrorragies post-ménopausiques, ça veut dire qu'elle n'a plus ses règles, il faut suspecter est-ce qu'il n'y a pas une lésion maligne à l'intérieur. Donc métrorragie spontanée, ça peut parfois donner des leucorrhées liées à l'infiltrat plasmocytaire, etc. Et donc devant une échographie, donc l'échographie pelvienne, elle peut montrer un épaississement de l'endomètre et qui est irrégulier. Irrégulier, très important. Et donc voilà, chez une patiente ménopausée, supérieure à 15 mm, chez une femme en période d'activité génitale. Et donc devant cet épaississement, il faut indiquer une biopsie de l'endomètre afin d'étudier cette masse. On peut aussi faire un échodoppler pour voir la vascularisation de cette masse. Si elle est très vascularisée, c'est plutôt suspect. On peut aussi demander une hystérosalpingographie. C'est pas, c'est pourquoi il y a l'échographie. Bon. L'hystérosalpingographie, c'est une radiographie après avoir injecté le produit de contraste au niveau de l'utérus et afin de montrer les caractéristiques de cette masse. Donc la cavité utérine, en raison d'une échographie pelvienne avant et après injection de sérum physiologique au sein de la cavité. On dit c'est pas l'hystérosalpingographie. Ouais. Ensuite, on peut faire l'hystéroscopie. C'est une fibroscopie souple pour explorer à l'intérieur directement et qui a deux objectifs. Un objectif diagnostique et aussi euh, voilà, confirmer le diagnostic et ça nous permet de faire des biopsies pour permettre une étude en APAT. Et donc exploration visuelle, biopsie dirigée, et ça montre aussi quelques caractéristiques de la tumeur. Et donc hystéroscopie plus curetage, ça nous permet ensuite le diagnostic de certitude de la pathologie maligne. Et donc l'anatomie pathologique, elle va nous confirmer il s'agit d'un adénocarcinome, par exemple. Donc diagnostic, on peut aussi demander le bilan d'extension une fois qu'on retient le diagnostic de pathologie maligne. Donc IRM pelvien, PET scan, scanner full body scan, IRM cérébral, etc. Ça dépend du degré d'extension. On peut aussi demander des bilans pré-thérapeutiques, notamment les marqueurs tumoraux, surtout le dosage du CA 125 qui est très utile pour le suivi, pour évaluer la réponse au traitement et pour détecter des rechutes. S'il y a un rehaussement de CA de 125, ça peut être un marqueur qu'il y a une récidive. Voilà. Et donc le type le plus commun, c'est l'adénocarcinome endométrial, parce que bien sûr, c'est une glande, elle est sécrétoire. Et donc 97% des cancers de l'endomètre
Deuxième cancer de l'utérus. Deuxième cancer de l'utérus après le cancer du col. Bon. Surtout c'est chez la femme ménopausée. Le risque il augmente avec l'âge. Et bien sûr, les facteurs de risque, l'hérédité, notamment les anomalies génétiques, un trouble de l'ovaire, le syndrome des ovaires polykystiques, cancer du sein, le syndrome de Lynch, qu'on va voir par la suite, Inch'Allah. La nulliparité, parce qu'il faut savoir que la grossesse est protectrice chez la femme. De même pour le cancer du sein. C'est la notion d'imprégnation aux hormones, la fenêtre ostroprogestative, obésité, diabète, hypertension, hyperostrogénie, etc. Et donc les aspects macroscopiques, ils peuvent être soit localisés ou bien diffus, mais plutôt on fait le diagnostic à un stade diffus, et donc ça peut envahir la totalité de l'utérus, et donc être associé à un aspect hétérogène, donc ulcéré, nécrotique, etc. Les aspects ils peuvent être soit végétants, ça veut dire donnant des excroissances, ils peuvent être ulcérés ou bien infiltrants, envahissant les structures avoisinantes. Voici quelques images. Donc ulcéro-hémorragique. À l'aspect microscopique, le type majeur c'est l'adénocarcinome endométrioïde. Sinon, il y a d'autres sous-types, papillaires, acellules claires, etc. Et donc prolifération tumorale maligne glandulaire, parce que c'est un adénocarcinome plus ou moins bien différencié, avec ou sans foyer de différenciation malpighienne. Parce que bien sûr, il s'agit d'un épithélium. Et donc il peut acquérir de nouvelles caractéristiques, parmi entre elles, on distingue, il peut réacquérir sa capacité à synthétiser la kératine. Et donc on va avoir une différenciation malpighienne, kératinisée, etc. Voici quelques images. Voilà. L'évolution. Bien sûr, la pathologie néoplasique, son évolution, c'est l'extension. L'extension locorégionale et l'extension à distance. Locorégionale au niveau des organes pelviens, notamment le myomètre, le canal endocervical, le vagin, les ovaires, les trompes, le rectum, la vessie, etc. À distance, soit par voie lymphatique donnant des adénopathies, des métastases ganglionnaires, soit hématogènes donnant des métastases viscérales, plèvres, poumons, foie, reins, etc. Ou bien la récidive, il faut faire très attention. Donc le pronostic, il est variable selon le degré d'extension de la tumeur, ainsi que le traitement entrepris et les facteurs pronostiques, grâce à l'anatomie pathologique. Et donc grade histopronostique, l'envahissement du myomètre et degré d'extension locorégionale après avoir fait le bilan d'extension. Et donc tout cela va nous donner un pronostic pour savoir est-ce qu'il y a un bon pronostic ou bien un mauvais pronostic. Mais il faut savoir que si la tumeur, elle dépasse la moitié de la profondeur du myomètre, très attention, il y a très probablement déjà des métastases ganglionnaires et ça va récidiver. Voilà, ça marche. Ensuite, le deuxième constituant, c'est les tumeurs stromales, parce que comme on a dit, au niveau de l'épithélium, il y a les muqueuses, donc l'épithélium glandulaire, et son tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, donc des tumeurs naissant du chorion cytogène, donc les constituants du chorion, surtout les fibroblastes, et donc ça donne les fibromes. Donc elles sont rares, elles sont malignes, âge de survenue est variable, donc ça donne des métrorragies, des douleurs pelviennes, donc les mêmes manifestations. Et il existe principalement deux types, le sarcome stromal, donc le sarcome, parce que nous sommes dans la pathologie maligne, mais la pathologie bénigne, c'est le fibrome endométrial, ou bien le sarcome indifférencié, qui est plus agressif, de plus mauvais pronostic. Voilà, c'est les critères anatomopathologiques. Voici quelques exemples. Sarcome stromal, donc voilà. Donc on remarque que c'est au dépend d'une autre structure que le tissu glandulaire, la muqueuse, l'épithélium. Voilà. Le sarcome indifférencié, on ne reconnaît plus cette structure. Ensuite, on distingue les tumeurs mésodermiques mixtes. Donc les tumeurs mésodermiques mixtes, elles sont à la fois au dépend du tissu glandulaire et du tissu conjonctif. Et donc le tissu conjonctif, et donc ça peut donner soit une pathologie bénigne au niveau du tissu glandulaire et une pathologie bénigne au niveau du tissu conjonctif, c'est l'adénofibrome. Si on a le malin au niveau le tissu conjonctif, c'est le sarcome, adénosarcome. Si c'est malin au niveau de la glande, c'est le carcinofibrome. Et si c'est les deux qui sont malins, c'est le carcinosarcome, qui est le plus fréquent des quatre.
mais c'est une pathologie très rare. Et donc, c'est l'association entre une composante tumorale épithéliale et composante tumorale mésenchymateuse. Et donc, tumeur bénigne, 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 maligne, ou bien maligne, maligne. Il faut faire très attention. Donc, carcinosarcome, c'est tumeur mixte mésodermique maligne et tumeur de la femme âgée qui est de mauvais pronostic. Voici un carcinosarcome. Donc, carcinosarcome, c'est aux dépens des deux structures. Voilà. Donc on peut voir bon, la distorsion du tissu glandulaire, mais à droite, je ne reconnais pas le tissu conjonctif qui est l'adénosarcome. Voilà. Voilà, c'est à la fois les glandes et le tissu conjonctif, comme on le remarque ici. C'est les deux. Alors on regarde ici un vaisseau. Voilà. Donc les deux, il y a une distorsion architecturale. Ça veut dire qu'il y a une pathologie plutôt maligne. Passons ensuite aux pathologies du myomètre. Donc, on a fini avec la pathologie de l'endomètre. Nous avons vu premièrement les endométrites. Deuxièmement, ensuite nous avions vu la pathologie bénigne, l'hyperplasie, puis les tumeurs bénignes et ensuite les tumeurs malignes. Maintenant, nous allons voir les pathologies du myomètre qui vont toucher la couche musculaire lisse. Et donc, elle est dominée par les tumeurs musculaires lisses, les léomyomes. Il faut faire très attention, les léomyomes, donc tumeurs musculaires lisses, fréquence très élevée, le plus souvent bénin. Et donc, il y a 800 fois plus de léomyome que de léomyosarcome. Et donc, il ne faut pas s'amuser à tort et à travers, ou bien de traiter à tout prix. Si on confirme que c'est bénin, on se contente d'une surveillance active. Donc voilà, c'est comme les kystes de thyroïdien ou bien un nodule thyroïdien. En général, les nodules thyroïdiens, ils sont bénins. Et donc, on les surveille. Et si ça dégénère, ensuite, on traite. Parce qu'il y a beaucoup de thyroïdectomies indiquées à tort et à travers. En général, un nodule qui est asymptomatique, est-ce qu'il faut vraiment traiter? Question mark. Voilà. Donc le léomium, il est appelé le fibrome, mais ce n'est pas un fibrome. Parce que le fibrome, comme on a dit, c'est au dépend du tissu conjonctif. Le léomium, lui aussi, il donne un aspect similaire, mais ce n'est pas au dépend des fibroblastes. Voilà, tumeur la plus fréquente de la femme, liée surtout à l'hyperostrogénie, donc les hormones, pas avant la vie sexuelle, ni après la ménopause. Et donc la clinique, elle est très variable, peut être asymptomatique, elle peut être accompagnée de douleurs, métrorragie, dysménorrhée, peut être associée à des troubles urinaires, intestinaux, et peut être une cause d'avortement, de dystocie ou bien de masse palpable à l'examen clinique. Voilà. Donc il peut être soit localisé ou bien diffus, comme on le remarque ici. Donc, ce sont des léomyomes. Donc siège, il peut être n'importe où dans tout le myomètre. S'il est diffus, on parle de léomyomatose. S'il est localisé, il peut être soit sous-séreux, intramural, sous-muqueux, etc. Donc leur nombre, il peut être très variable, il peut être unique ou bien multiple. L'aspect, c'est un nodule ferme, élastique, blanc fasciculé, comme on le remarque ici. Il faut savoir une chose, que le léomyome, en général, en lui-même, c'est une prolifération bénigne. Mais le léomyome, il augmente rapidement de taille et il peut comprimer sa vascularisation, sa propre vascularisation. Et donc, il peut induire une apoplexie et donner un contenu hémorragique. Et le problème, c'est que ce contenu hémorragique nécrotique, il peut être interprété incorrectement comme étant une lésion maligne, comme étant un léomyosarcome. Voilà, voici quelques exemples. Léomyome, il peut être n'importe où. Faisceau anastomosé, donc ce sont les muscles lisses, donc fusiformes, tourbillonnants, cellules fusiformes, voilà, de taille égale. Pas d'atypicito-nucléaire. Les mitoses sont rares. Les fibrocytes et les vaisseaux sont aussi présents. Voilà. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, remaniement évolutif, comme on a dit, ça peut soit hyaliniser, donc devenir des kystes, dégénérescence hyaline. Ça peut devenir une sclérose progressive, donc durcir, ou bien la nécrose. Et donc, c'est une nécrose aseptique, due à une apoplexie. Donc, c'est une ischémie due à l'arrêt vasculaire artériel. Ou bien ça peut s'infecter, ou bien ça peut être une cause d'avortement. Donc, myome et grossesse, donc stérilité, avortement,
travail prolongé, dystocie, stimulation de la croissance du myome, etc. Voici quelques images. Ensuite, nous avons l'équivalent malin de ce dernier, c'est le léomyosarcome. Donc, c'est une tumeur rare. Manifestation clinique, c'est à peu près la même chose que le léomyome, mais il est plus rapidement croissant et il est plus invasif. L'aspect macroscopique, il y a des remaniements nécrotico-hémorragiques aussi, avec une mauvaise limitation. Les caractéristiques malignes. Microscopie, une densité cellulaire élevée, une activité mitotique très rapide, des atypies cytonucléaires et la nécrose tumorale. En général, c'est une pathologie de mauvais pronostic, surtout si la taille est supérieure à 5 cm. Donc, faites très attention. Et ça récidive beaucoup dans les 2 ans qui suivent le traitement. Voici quelques images. Et donc, le traitement de ces pathologies, il va dépendre surtout en fonction du stade et du type histologique, ainsi que le bilan d'extension. Et donc, le bilan d'extension, c'est lui qui va nous donner le stade, donc stade TNM, et le type histologique, c'est lui qui va nous, c'est un indicateur histopronostique, c'est un theranostique. S'il y a des cellules sensibles aux hormones, par exemple, ça peut indiquer l'hormonothérapie. S'il y a un récepteur dont on peut agir directement, ça peut indiquer ce traitement, etc. Et donc, en général, l'hystérectomie totale avec salpingo-ovarectomie bilatérale est le traitement chirurgical de référence. Avec lymphadénectomie, omontectomie, ça dépend selon l'extension au niveau du ganglion ou bien au niveau du péritoine. Donc, l'omentum, le grand omentum, le type histologique, grade, etc. On peut aussi opter pour la radiothérapie, la curithérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, etc. Donc la leçon à noter, c'est que si ces patients présentent des lésions malignes, il faut indiquer la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire, afin d'aboutir au meilleur traitement possible pour leur donner le meilleur pronostic. Voilà. Ensuite, il y a aussi des métastases du corps utérin, parce que bien sûr, on peut avoir un cancer quelque part d'autre et qui peut donner des métastases. Donc un cancer du sein, du tractus digestif, mélanome malin, etc. Et donc, le pronostic, il va dépendre surtout de la lésion initiale, mais bien sûr, puisque ça a fait une métastase viscérale, c'est de très mauvais pronostics. Voilà. Ensuite, on va passer à l'endométriose, qui est une dernière pathologie qu'on va voir aujourd'hui. L'endométriose, c'est quoi? L'endométriose, c'est la présence d'un tissu endométrial dans une région ectopique. C'est la migration du tissu endométrial sans contact avec lui. Donc, situé à distance, et qu'on peut trouver n'importe où. N'importe quelle région au niveau du corps humain. Et donc, on distingue deux types d'endométriose. L'endométriose interne, qui est au niveau du myomètre, donc c'est au niveau du tissu musculaire, lisse, ou bien l'endométriose externe qui se trouve en dehors de l'utérus. Elle peut être au niveau du tube digestif, au niveau de l'arbre bronchique, au niveau du système nerveux, au niveau un membre, etc. Au niveau de la peau. Et donc ces manifestations, elles sont surtout cycliques. Donc ça donne surtout des douleurs et des saignements liés au cycle menstruel. Voilà. Donc endométriose externe, on peut le trouver surtout au niveau des ovaires et ça donne un aspect de kyste chocolat. Ligament utérin, cloison recto-vaginale, péritoine, cul-de-sac de Douglas, annexe, paroi abdominale, ganglion lymphatique, poumon, etc. Voici une image. Donc kyste chocolat au niveau de l'ovaire. Et donc c'est de l'endomètre à ce niveau-là, qui saigne. C'est très important. Ça saigne. Donc c'est du tissu endométrial. Regardez, on peut reconnaître sa composante glandulaire. Endométriose péritonéale. Donc au niveau du péritoine, on trouve cette muqueuse. Regardez cette coloration rouge, rose, et qui peut saigner. Et donc l'évolution, elle subit les mêmes influences hormonales, donc cycliques. Elle peut avoir la douleur ou bien un saignement. Mais la chose qu'on craint le plus, c'est la dégénérescence de ce tissu. Et donc, c'est la métaplasie ou bien la cancérisation. Mais elle est rare. Ensuite, nous avons donc l'endométriose externe. Donc, il y a plusieurs théories pour expliquer cette dernière. Soit une théorie de l'implantation. C'est des cellules endométriales viables refluant à travers les trompes et qui migrent petit à petit, s'implantant sur la surface du péritoine et des organes pelviens. Parce que le péritoine, il couvre tous les organes de l'abdomen, presque. Ensuite, il y a la théorie des restes embryonnaires, un résidu du canal mullérien
ou bien d'origine mullérienne si, sous l'influence d'un excès d'hormones, peuvent se réactiver ou bien se rediférencier. Et ça peut donner du tissu endométrial à un niveau ectopique. Il y a aussi la théorie de la métastase lymphatique. Donc les cellules elles peuvent migrer et donner une dissémination diffuse au niveau de tout le corps humain. Et donc toutes ces théories peuvent expliquer les différentes manifestations liées à l'endométriose. Parce qu'il y a même une femme décrite dans la littérature qui a eu une endométriose oculaire au niveau de l'œil, qui s'est manifestée par des saignements oculaires cycliques. Voilà. Ensuite, nous avons l'endométriose interne ou l'adénomyose. Donc, c'est de l'adénome au niveau du tissu musculaire. Donc, l'adénomyose. Localisation myométriale, pas de contact avec l'endomètre, donc il est indépendant. On va voir une image. Donc, regardez. Il y a le tissu musculaire et la glande à ce niveau-là. Ce n'est pas une continuité. Ce n'est pas un cancer, par exemple, invasif. Non. C'est une migration des glandes et qui a touché le tissu musculaire. Voilà, sans contact avec l'endomètre sous-jacent, très important. L'évolution, encore une fois, ça peut dégénérer ou bien tuberculiniser. Voilà, voici quelques images. Donc, adénomyose, voilà, endométriose interne, etc. Et ça peut dégénérer. Cervical léomyome. Ah, les deux à la fois. Donc, il y a le léomyome avec les contenus glandulaires. Regardez, ce n'était pas le léomyome initial qu'on avait vu. Il y avait des taches muqueuses rouges qui peuvent saigner. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'endométriose interne, ça peut être une diverticulose. C'est une hernie de la muqueuse au niveau de la musculeuse. C'est comme les diverticuloses, les diverticules du tube digestif. Donc voilà, ça peut expliquer pourquoi on a l'endométriose interne. Donc en général, l'endométriose externe et interne peuvent être deux pathologies différentes. Mais les manifestations, elles sont similaires. Donc des saignements et des douleurs cycliques à un niveau quelconque. Voilà. Donc, en guise de conclusion, la pathologie du col utérin est une pathologie très fréquente qui est dominée par la pathologie bénigne, au niveau de l'endomètre ou bien au niveau du myomètre. Mais bien sûr, il faut faire très attention si nous avons la pathologie maligne, que ce soit au niveau de l'endomètre ou bien le myomètre, et afin d'aboutir au meilleur diagnostic, au meilleur traitement, nous avions besoin de la confirmation anatomopathologique. Et donc, on comprend très bien que l'anatomie pathologique a un grand apport pour ces pathologies, que ce soit pour la confirmation ou bien le pronostic ou bien la thérapeutique. Parce que ça peut parfois indiquer certaines thérapeutiques. Donc voilà. Donc si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire. Et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.